La deuxième partie de ce numéro de Stop Intox qui est consacré à la vie des abeilles. Nos amis les abeilles, nous sommes toujours avec Jocelyn de Saint-Raymond qui est le directeur de l'association nationale Pomme-Poire, avec Gilles Robillard, président de Terre Innovia, mais également agriculteur et apiculteur. C'est bien ça? Exactement. Alors apiculteur amateur. Non, bah oui, vous le précisez parce que tout à l'heure on l'a évoqué dans le débat. Il y a des pros, des super pros, mais enfin il y a parfois des amateurs éclairés. Il y a des amateurs éclairés et je crois par rapport à notre métier, et je rejoins Rémi là-dessus, c'est que finalement notre métier c'est ça aussi, on prend soin de la biodiversité et finalement c'était quelque part un peu tout naturel d'avoir ces quelques ruches sur l'exploitation. Bien, Rémi Dumery, cultivateur Beauceron, vous exploitez quelques dizaines, centaines d'hectares, c'est ça, dans la métropole d'Orléans. Alors c'est au bout de pour ceux qui connaissent la Nationale 20, ouais. La Nationale 20, hein, il y a Paris, Étampes, il y a Orléans. Donc vous êtes dans cette région, c'est ça? Voilà, coincé entre la métropole et la base aérienne de Orléans-Brissy, la plus grande base militaire de l'Ouest européen. Bon, très bien. Et vous produisez, qu'est-ce que vous produisez à cet endroit-là? Betterave notamment? Alors, de la betterave, du maïs, du colza, du soja, essentiellement du blé dur pour faire des pâtes et de l'orge de brasserie pour faire de la bière ou du whisky. Eh bien, on évoquera tout à l'heure le colza, parce que le colza, c'est une des bases alimentaires qui sert aux abeilles. Et nous sommes toujours avec Philippe Lecomte, qui est apiculteur bio, président du réseau Biodiversité pour les abeilles. On a évoqué tout à l'heure d'abord votre quotidien, ce que vous vivez les uns et les autres, la marche en avant, la cinétique de la loi, de la réglementation, un plan pollinisateur, et puis je voudrais qu'on dise quand même deux mots des réactions du monde agricole, avec ce communiqué de la FNSEA. C'était à la fin du mois de décembre, donc c'était il y a quelques semaines, il y a quelques mois, c'est encore très récent, et le communiqué de la FNSEA sur les échanges en cours autour du plan pollinisateur disait, tel que présenté, ce projet de texte sur lequel la concertation a été réduite à sa plus simple expression. Ce qui est frappant, c'est que on parle d'enjeux qui sont des enjeux de biodiversité, et à chaque fois le même argument, il n'y a pas de vrai débat. Enfin, il y a une apparence de concertation, on se rencontre, mais comme vous le disiez tout à l'heure, Gilles, il y a des gens qui sont entendus et d'autres qui sont écoutés. Il y a une petite nuance, c'est pas tout à fait la même chose, mais ce que dit le communiqué, c'est que tout ceci va obliger les agriculteurs à travailler de nuit pour faire leur traitement de culture notamment, dont on a besoin, parce qu'on n'y renonce pas, et ça posera de nouvelles distorsions en matière de concurrence. Alors oui, puisque on a voulu faire un plan franco-français, comme on sait les faire, alors qu'on sait qu'on peut avoir une réglementation européenne. On a d'ailleurs étudié ce que les autres pays européens pouvaient faire, et finalement, ils sont beaucoup plus dans la concertation et dans l'anticipation, quoi. Ouais. On n'est pas les seuls à rencontrer ce type de difficultés. Non, on n'est pas les seuls. Il y a des exemples. Tout à l'heure, vous me parliez d'exemples de bonne gouvernance dans la première partie de notre rencontre, du Stop Intox du jour. Mais est-ce que ça se limite au territoire national ou est-ce qu'on va chercher ailleurs, en Europe, des exemples de bonne gouvernance? Je crois qu'il ne faut rien s'interdire. Enfin, à l'heure où on a une PAC qui est européenne, à l'heure où on essaie de travailler toute une ambition européenne, je ne vois pas pourquoi on veut encore travailler sur un système franco-français qui va nous apporter des distorsions de concurrence vis-à-vis des autres pays européens, mais vis-à-vis du monde entier. Enfin, on est sur un marché ouvert. Et je crois qu'il faut travailler. Alors, on est favorable à protéger les pollinisateurs, les abeilles. Enfin, on n'est pas opposé à ce plan. Il faut bien qu'on l'ait en tête. Hein. Mais un plan comme ça, si on veut avoir une ambition, ça se construit. Philippe Lecomte, vous êtes toujours là? Philippe Lecomte est apiculteur bio, président du réseau Biodiversité pour les abeilles. Vous partagez le point de vue de Gilles Robillard, puis vous y ajoutez un élément aussi, puisqu'on parle de distorsion de concurrence. Il y a comme toujours, d'ailleurs, dans les débats agricoles, le coût de la main-d'œuvre. Évidemment, écoutez, dans le débat autour du plan pollinisateur, apparaissent peu des éléments structurels qui expliquent la situation de l'apiculture. L'activité apicole, c'est une activité de main-d'œuvre essentiellement. Et nos concurrents, ils se trouvent à l'autre bout de la planète,
avec des coûts salariaux qui sont 4 fois moins élevés que les nôtres, et avec des coûts de transport de leurs marchandises jusque chez les conditionneurs français qui sont totalement ridicules. Imaginez que quand vous produisez du miel en Ukraine, et l'Ukraine produit 80 000 tonnes de miel par an, Oui. le coût de la main-d'œuvre est d'à peine 500 € par mois, avec un coût de transport qui est de moins de 10 centimes d'euros par kilo de miel. C'est très très difficile de tenir une concurrence pareille. Oui, alors, Donc, si on ne s'attaque pas à ces choses-là, l'apiculture a déjà des difficultés, et ces difficultés vont s'amplifier. Parce que nous sommes en concurrence directe avec tous ces gens-là. je vais donner quelques chiffres, hein. Par exemple, les années récentes, 2018, 457 000 tonnes de miel produite. La Chine représente à elle seule le quart de la production mondiale de miel. Il y a la Turquie aussi, qui représente un petit peu moins de 10% de la production. L'Argentine, la France, 27e producteur, Philippe Lecomte, très loin Oui. du compte. Et alors moi, ce que j'observe en général, c'est les économistes observent non seulement les chiffres, mais surtout les tendances. Quelle est la tendance précisément, Philippe Lecomte, dans ce domaine? Alors, il y a une tendance à la professionnalisation en apiculture en France, hein. Mais la difficulté majeure à laquelle maintenant l'apiculture française se heurte, c'est la commercialisation de nos miels à des prix rémunérateurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par commercialisation? Là, je ne comprends pas. La mise en marché du miel. C'est-à-dire, nous, on vit de la production du miel, et il faut que ce miel soit consommé. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire de manière très réductrice que la production française de miel, même par l'apiculture professionnelle, est devenue une espèce de variable d'ajustement pour les conditionneurs de miel. Les conditionneurs de miel, les grands conditionneurs de miel, ont que marginalement besoin des apiculteurs français. Pour quelle raison? Mais parce que le prix du miel français est élevé et que le prix du miel international est très bas. Il n'y a pas de place pour transport... un produit de qualité. Aujourd'hui, Si, dans le débat sur la production agricole française, je vais jusqu'au bout de ma question, Philippe Lecomte. Il y a le débat sur la segmentation tarifaire, la segmentation en termes de qualité. Je l'entends répéter très souvent, d'ailleurs, hein, la place de la France, compte tenu de ce que vous évoquez, d'ailleurs, ces coûts de production, et dans ces coûts de production, le coût de main-d'œuvre, la vocation naturelle de la France, c'est de vendre du premium ou de l'ultra-premium. Il n'y a pas de place pour cette production sur le marché? Si, il y a cette place-là, si vous voulez. Aujourd'hui, dans les signes de qualité, en particulier, moi, j'ai développé le signe de qualité apiculture bio à partir des années 95. Ce signe-là, il mobilise à peu près 15% de la production professionnelle en France, mais c'est un signe qui est menacé par une décision administrative européenne qui va se décliner au 1er janvier 2022 et qui fait que dans beaucoup de régions en France, on ne pourra plus produire du miel bio. Donc, les autres signes de qualité, il y en a qu'un qui marche réellement bien, c'est le miel de Provence. Les autres ne fonctionnent pas. Donc, derrière ça, c'est le lien entre l'économie apicole et le service de la pollinisation, qui pour la plupart du temps est un service gracieux, sauf dans des cultures à forte valeur ajoutée, comme la production semencière ou les vergers. Le reste de l'espace agricole et naturel est pollinisé par l'activité des apiculteurs, et il faut impérativement que les apiculteurs puissent tirer un revenu de leur travail si on veut maintenir ce cheptel-là. Alors, bien sûr. Quand le prix du miel international il est élevé, il y a une augmentation du cheptel en France et une production qui augmente corrélativement, mais quand le prix du miel international il est bas, le cheptel diminue. Pardon, Rémi Dumery. Ce qui montre bien que finalement, c'est pas l'abeille qui est en danger, mais c'est les apiculteurs. Il n'y a jamais eu autant d'abeilles en France qu'en 2020. Donc l'abeille n'est pas en voie de disparition, puisque c'est un élevage, on peut la multiplier. Mais s'il n'y a plus de personnes pour les multiplier, au niveau de l'abeille domestique, c'est bien l'apiculture
qui est en danger. En fait, c'est le débat agricole, c'est le débat sur les revenus du producteur. Sur les revenus de la production française et la place de l'agriculture dans la France. Pas de revenus, c'est une loi des reins. S'il n'y a plus de revenus pour le producteur, il n'y a plus de production. La production s'éteint. D'accord avec tout ce qui vient d'être dit, Phil Orbillard? Exactement, enfin on en revient toujours au même, c'est que finalement apiculteur comme agriculteur, on est quelque part dans le même bateau et s'il n'y a pas de revenus, enfin on parle d'apiculteur. On a du mal à considérer là ce que vous dites en réalité, parce qu'on a toujours tendance dans le débat à segmenter, enfin à séparer les problèmes, alors que tous les professionnels le disent, mais d'une voix, agriculteurs, éleveurs, apiculteurs, tout ceci ne forme qu'un seul écosystème. Exactement, enfin je crois que les services rendus, alors on peut le voir, il y a deux façons, il y a des services rendus par les apiculteurs à la pollinisation, mais il y a aussi les services rendus par les agriculteurs aux apiculteurs pour produire du miel. Et c'est cette synergie-là, Rémi en parlait tout à l'heure un peu sur les jachères mellifères, sur les couverts et autres, et c'est bien là où il faut faire attention, on parlait du plan pollinisateur, à ne pas mettre certaines filières en danger, à ne pas mettre certaines cultures en danger, qui auraient un impact important dans certaines zones sur la production, sur les apiculteurs. Vous allez nous parler tout à l'heure du colza, parce que je sais que le sujet vous tient à cœur, mais je veux d'abord donner la parole à Jocelyn Saint-Raymond. Le débat, il est de valoriser une production. D'accord, c'est une production qui est concurrencée par des productions de moins bonne qualité qui viennent de loin, qui sont produites dans des conditions sociales, environnementales probablement dégradées par rapport aux nôtres, par rapport aux exigences de la société française. Vous-même, vous avez un exemple à fournir, l'association Pomme-Poire. Vous êtes monté en gamme en France. Vous vendez... On n'est pas forcément monté en gamme, on a vous êtes monté en qualité. On a fait savoir aux consommateurs tout ce que l'on mettait en œuvre dans les vergers. Alors vous êtes présenté tel que vous êtes et non pas tel qu'on pensait que vous étiez, voilà, c'est ça? Et Philippe Lecomte l'a dit tout à l'heure, il dit par exemple les labels de qualité, ça marche pas. La question c'est quel contenu de valeur le consommateur va mettre derrière un label. Et donc aujourd'hui, le premier effort qu'on doit faire, c'est déjà d'expliquer tout ce que l'on fait. On a parlé des bonnes pratiques, c'est ce qu'on fait. Donc Philippe Lecomte, le réseau biodiversité abeilles, nous sommes un des partenaires du réseau biodiversité abeilles qui cette année va nous permettre d'implanter dans l'ensemble des vergers éco-responsables de pommes, de poires, mais également de pêche nectarine et d'abricots. On va implanter cette année 100 hectares de couverts mellifères qui vont permettre de nourrir les pollinisateurs domestiques, donc les abeilles, mais aussi les pollinisateurs sauvages. Donc ça, c'est vraiment typiquement le type d'action de synergie. Et on va très très loin sur ces questions de concurrence. Aujourd'hui, une pomme française, si on la vend dans le monde, pour le prix d'une pomme française, vous achetez 2 pommes italiennes, vous achetez 3 pommes polonaises et vous achetez 4 pommes chinoises. Qu'est-ce qui fait que vous allez acheter une pomme française ? Parce que vous allez être sensible à un certain nombre de choses, donc notamment des engagements agroécologiques de la production, des engagements et simplement parce qu'elle est française aussi. Non, parce qu'elle est française, parce qu'elle a une image de qualité. Mais aujourd'hui, pour un consommateur français, pour qu'il accepte de la payer au prix où nous avons besoin de la valoriser pour rémunérer notamment la main-d'œuvre qui représente 60% de nos coûts de production, il faut qu'on lui explique, qu'on lui donne un contenu de valeur. Et donc ça, c'est l'engagement c'est notre engagement au travers d'un label qui s'appelle Verger éco-responsable, qui est contrôlé chaque année. Qui va être suivi, sur lesquels on... Mais c'est ce qu'on appellera une proposition de valeur. Mais c'est simple, enfin, j'allais dire c'est plus simple avec les pommes et les poires. D'abord l'assortiment... C'est pas simple parce qu'on a commencé en 1997. Alors, non mais l'assortiment s'est élargi, c'est long, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, mais l'assortiment s'est élargi, vous avez fait des efforts de communication, votre activité est une activité professionnelle, alors que, comme on l'a dit les uns et les autres, et notamment tout à l'heure avec Philippe Lecomte, il y a dans ce métier de l'apiculture toutes sortes de tailles d'entreprise, de qualité de produits, de type de production vraisemblablement. Et vous savez comment que la lisibilité par le consommateur du produit, c'est un élément déterminant dans sa propension à payer. Il acceptera de payer s'il voit qu'il y a une proposition de valeur claire. Moi, je vais vous donner un petit exemple aujourd'hui qui a été évoqué tout à l'heure. On a des agriculteurs qui achètent des ruches, qui finalement financent des apiculteurs pour venir les entretenir. Certains, moi j'ai une coopérative, un de mes adhérents, Lindor, dans le Limousin, qui a été beaucoup plus loin.
L'ensemble des arboriculteurs de la coopérative ont acheté des ruches. Il y a 2000 ruches installées dans les vergers aujourd'hui. Ils ont même investi, ils ont construit une mielerie collective et ils ont installé 7 apiculteurs. Le premier apiculteur qui est venu s'installer, il a été décrié par toute la profession agricole. On lui a dit non mais tu es en train de trahir la cause. Ah ouais, à ce point-là? Exactement. Et aujourd'hui, cet apiculteur, il a dans son sillage installé 6 jeunes qui viennent s'occuper des ruches, qui sont aujourd'hui tous des apiculteurs professionnels, qui ont des ruches en propre, mais qui s'occupent aussi de l'ensemble des ruches de la coopérative. Ce miel, il est commercialisé dans les rayons fruits et légumes à côté des pommes. Donc vous trouvez la pomme, vous avez le miel à côté, et je peux vous dire aujourd'hui que cet exemple-là, cette coopérative, elle n'est pas capable de fournir la demande parce qu'on a su traduire un contenu de valeur, raconter la vraie histoire à la fois des fruits et du miel qui est produit et l'amener jusqu'au consommateur. Et notre challenge collectif, c'est ça. Philippe Lecomte, moi j'entends bien ce que dit Jocelyn Saint-Raymond là, la question de la valeur. Vous savez, il y a toujours une valeur perçue par le consommateur, mais pour qu'elle soit perçue, il faut la montrer, il faut l'expliquer. Et le monde des apiculteurs, si Philippe est toujours là, chacun d'entre vous peut apporter son commentaire. Ce monde, il est extrêmement diversifié. Il a lui-même, peut-être se le dire aussi clairement entre nous, il a lui-même des efforts de communication à mener. Très certainement. Enfin, tout le monde a des efforts de communication. On a aussi, nous, notre part de responsabilité dans cette image qu'on a donnée à un moment donné. Mais les apiculteurs aussi, faire reconnaître, et en même temps, dans une société de consommation telle qu'on a, où le prix est toujours le leitmotiv. Sur des mass market, oui. Oui. Pas nécessairement sur ces productions qui sont des productions de niche. On ne mange pas du miel tous les jours, ou alors on en prend une petite cuillère parce que c'est bon pour la santé. Voilà, sauf quand on le produit. Mais, sauf quand on en produit. Mais voilà, mais oui, mais il y a quand même beaucoup alors, je sais pas, on peut pas parler d'efforts, mais il y a aussi du travail de communication de la part des apiculteurs certainement pour valoriser et montrer. Un des défauts de la filière, très honnêtement, Jocelyn, mais je vais réagir à ça très très vite. C'est à mon avis aujourd'hui. On a assisté peut-être à ce qui s'est passé au mois de décembre dans le plan pollinisateur où on oppose agriculteurs et apiculteurs. Et aujourd'hui, à mon avis, un certain nombre de représentants du monde apicole devraient passer beaucoup plus d'énergie à construire leur filière, à communiquer positivement sur leur filière, plutôt qu'à attaquer le monde agricole en imaginant que les pesticides sont la seule cause de disparition des pollinisateurs, et finalement en ne se concentrant pas sur les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est la pratique apicole de certains apiculteurs, c'est la famine des abeilles, ouais. C'est le parasitisme et finalement l'état sanitaire du rucher, donc la capacité de l'apiculteur à venir protéger son élevage, et c'est aussi la pratique agricole et l'usage des produits phytosanitaires. Et ben, pour résoudre ces 4 problématiques, il vaut mieux être ensemble, se parler, construire des choses positives ensemble, et c'est un peu ce qui est en train de se passer là dans ce temps de concertation du plan pollinisateur qui n'était pas le temps que l'on avait au mois de décembre, et on peut remercier le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie pour avoir apporté ce temps de concertation. Mais la nécessité aujourd'hui, c'est d'être proche du terrain, proche de ce qui fonctionne, proche des apiculteurs et des agriculteurs qui travaillent ensemble. Même la Direction Générale de l'Alimentation le reconnaît, la mortalité des abeilles, elle est liée notamment aux mauvaises pratiques apicoles, elle le dit comme ça, aussi clairement, à la famine et aussi aux pathogènes de la ruche, puisqu'on est en pleine pandémie, j'espère qu'on en sort d'ailleurs au passage. C'est un monde vivant qui vit avec le reste de l'humanité dans un monde globalisé où circulent les personnes, les animaux et les virus. Mais je crois que c'est important quand on parle des problématiques des mortalités d'abeilles, en fait, pour rebondir, c'est 60% des mortalités aujourd'hui, c'est une étude qui a été faite par le SRAL, 60% de la mortalité des ruches est liée soit aux agents pathogènes, soit aux famines. Donc dans les famines, il y a les mauvaises pratiques apicoles, et dans les agents pathogènes, on va retrouver le varroa, on va retrouver le frelon asiatique, qui est quand même un nouveau ravageur. Terrible. J'ai vu ça dans mon jardin. Terrible. J'ai découvert, dans la région parisienne, j'ai découvert, au moment où les feuilles des arbres sont tombées, j'ai découvert que j'avais un œuf dans lequel se trouvaient des frelons asiatiques, et qui m'en a informé? Le voisin d'en face, qui est un apiculteur. Figurez-vous, qui m'a dit, voilà, la population
votre population là de frelons asiatiques menace les abeilles. C'est comme ça que j'ai découvert que, y compris en région parisienne, il y a des apiculteurs, toute petite production, mais oui, c'est très significatif. C'est un exemple, un exemple vivant. Jocelyn. Je pense que c'est une vraie menace et c'est là-dessus peut-être qu'on a des leviers d'action à trouver. Ça, c'est un produit de la mondialisation, le frelon asiatique, là, ou pas? De la mondialisation et de l'évolution climatique, effectivement, ouais. on a de plus en plus d'espèces invasives qui arrivent et qui peuvent représenter un danger pour notre biodiversité. C'est le cas du développement du frelon asiatique. Voilà. Alors, on parle souvent du frelon asiatique parce qu'il est évidemment visible, hein, il est très visible. On voit les dégâts, mais pendant la pandémie, on peut parler aussi de tous les virus. Et ils sont très nombreux, Philippe Lecomte, je pense, pourrait les détailler. Tous les virus qui sont liés à l'abeille, qu'on découvre aujourd'hui et qu'on sait qui sont des pathogènes très importants. Il n'y a pas que le virus de la betterave, il n'y a pas que le virus de la Covid, il y a aussi les virus apicoles. Gilles Robillard, je voulais qu'on termine sur le colza. Pourquoi? Parce que c'est une ressource nectarifère, pollinifère essentielle pour les abeilles. Alors, on pourrait en parler des heures longtemps de cette relation colza-abeille. Je crois que, enfin voilà, l'Institut, en deux mots, vous dire quand même que l'Institut technique, même si on travaille énormément sur les cultures, ce couple abeille-culture est pour nous très important. Enfin, on recherchait des écrits où on commençait de parler des pollinisateurs et qu'il fallait les protéger et sensibiliser les agriculteurs. On retrouve des écrits déjà depuis 1997 où on travaillait déjà, où l'Institut technique déjà travaillait dessus. Alors sur l'importance du colza, ça a un impact sur la récolte 2020. Alors, c'est un impact tous les ans sur la récolte. Alors, sur la récolte positif, là, pour 2020. Tous les ans, c'est positif. Ce qu'on sait, on l'a vu cette année, donc 2020, la récolte de miel en France a augmenté et elle a été boostée finalement par toute la région nord de la France. Alors, on a eu des bonnes conditions climatiques. C'est-à-dire un temps plus doux, On a eu un temps plus doux. Ouais. Et en fait, on voit que c'est vraiment la récolte de miel, de colza, qui a été l'élément déclencheur et qui a favorisé la récolte. Et si on dit que le couple colza-abeille est très important, c'est qu'en fait, dès que les abeilles, enfin c'est une étude de l'INRA et de l'INSAB, donc de l'Institut de l'abeille, qui l'a mis en lumière récemment. En évidence, ouais. C'est qu'en fait, dès qu'on a une ruche qui va polliniser du colza, elle va rentrer beaucoup de nectar et de pollen en début de saison. Donc la reine, elle va avoir une ressource elle va voir que la ressource explose et tout de suite elle va pondre, elle va développer sa ruche très rapidement. C'est vraiment la première floraison de l'année et on sait que derrière, en fait, ça va avoir un impact sur la récolte d'acacia et de châtaignier qui va en suivre. En fait, on va avoir une ruche qui va être beaucoup plus forte, beaucoup plus nombreuse, populeuse et qui va pouvoir aller butiner. Colza abeille, c'est ça le lien au départ. Le couple colza abeille, c'est vraiment le booster au départ. Oui. Rémi. Alors moi l'année dernière, je suis parti avec 20 hectares de colza. J'en ai 16 qui ont été mangés par les altises au début de la saison, donc je les ai retournés pour faire de la févrole. J'en ai gardé 4 qui étaient un peu corrects. Que vous pouviez sauver. Que je pouvais sauver. Et finalement, ils sont fait manger par des millejets et ils n'ont jamais réussi à fleurir. Parce que je n'avais aucun insecticide où j'ai pu les arrêter. Donc on voit bien aussi qu'une culture peut être très vite dans une impasse technique, qu'on n'arrive plus à la sauver. Et si on n'arrive plus à sauver de colza, derrière on n'a pas de production de miel. Et donc mes apiculteurs dans ma région ont été un peu dépourvus parce qu'ils n'avaient pas cette synergie du colza au début du printemps. Quoi. Je sais, bon, pour conclure. Je dirais qu'on vit un peu la même chose dans les vergers, c'est-à-dire que la floraison vient un peu plus tôt. Alors nous, on a une plante qui produit assez peu de pollen, mais du nectar. Et c'est vrai que les apiculteurs qui viennent polliniser les vergers sont très satisfaits de l'état de leur ruche, parce que c'est un coup de boost en démarrage de saison. Donc en général, ils font le fruit à noyau, puis le fruit à pépins en suivant. Et donc ils sont déjà là dans les vergers en ce moment, depuis une dizaine de jours sur l'abricot et la pêche, et ils vont pouvoir aller jusqu'à la fin du mois d'avril. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important, la ressource alimentaire, et notamment la ressource alimentaire en début de saison.
Et je pense qu'on le voit les années où on a des gros coups de gel, où finalement il n'y a plus de ressources alimentaires parce qu'elle a gelé. Ouais. C'est une grande difficulté pour les abeilles, ce qu'on n'a pas eu l'année dernière. On a eu une ressource alimentaire avec un printemps très doux, une ressource florifère, nectarifère importante. Merci Jocelyn Saint-Raymond, merci Gilles Robillard, merci Rémi Dumery, merci aussi à Philippe Lecomte qui était avec nous, apiculteur bio, président du réseau Biodiversité pour les abeilles. C'était passionnant de vous entendre. J'ai retenu 2-3 idées simples. D'abord que, s'agissant des abeilles, c'est un domaine technique, c'est un domaine de coopération ou de coproduction avec l'environnement, dans lequel la politique fait mauvais ménage, si je puis dire. Hein. Les postures politiques, les biais politiques font mauvais ménage. Un peu plus de science, c'est d'ailleurs l'objet de Stop Intox, que vous retrouverez dès demain. Stop Intox a pour vocation de faire tomber les idées reçues et d'essayer de ramener un peu de science. Autrement dit, si je peux me permettre cette formule qu'on aime dans la France rurale, qui est la nôtre, remettre l'église au milieu du village. Ça ne fait pas de mal. À très vite. Merci. Pendant la semaine du goût, ce qu'on fait, les classes maternelles, primaires, et puis on va même plus